Bien, tout le monde est là. Voilà, on va commencer cette deuxième session. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Maria Gracia Cornella, qui vient de Catalogne, ou d'Espagne si vous voulez, mais enfin, je pense qu'elle vient principalement de Catalogne, de Gérone, où elle est. Tu pourrais te présenter, tu es professeur. Oui, bon, je suis thérapeute, je travaille surtout dans l'ambiance clinique et bon, je travaille surtout avec des adolescents et des jeunes et du point de vue de l'attachement depuis beaucoup de temps. Et je suis aussi en contact avec l'université de Gérone. Je participe d'une équipe qui travaille aussi avec les enfants et les adolescents et donc je vais aussi vous présenter quelques données qu'ils ont prises à propos du Covid. Je m'excuse d'abord parce que je ne suis pas francophone d'origine, je ne suis pas native, alors je suis sûre que je vais faire des erreurs, alors je m'excuse avant de commencer. Et bon, je commence. Alors, je vais vous présenter un peu comment la pandémie a affecté les relations interpersonnelles en Espagne du point de vue académique et clinique. Je pense que je vais dire beaucoup de choses qui arrivent aussi en France. Mais bon, quand même, l'Espagne et la Catalogne, on a quelques particularités qui parfois nous font un peu différents que vous. Avant de tout, un peu de géographie pour nous situer. Moi j'habite à l'Espagne, mais concrètement à Catalogne, qui est cette région plus au nord de l'Espagne. On est très proche de la France. En fait, Gérone est à 60 km de la frontière. Mais bon, on est très méditerranéen. Les Catalans, parfois beaucoup d'Espagnols sont très méditerranéens, mais vous voyez que nous on est très près de la Méditerranée. Alors nous on a cet caractère un peu comme les Italiens, comme les Grecs. Je dis ça parce que je pense que c'est intéressant de comprendre comment la famille, ça marche dans notre société. Parfois c'est similaire, mais parfois pas. Chez nous, les relations entre les différentes générations sont très importantes. J'ai une amie qui est française, elle est bretonne, et quand elle vient nous visiter à Gérone, elle est toujours étonnée de comment les gens des différentes générations vont ensemble. Elle nous dit, c'est... Il n'y a pas le son. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le son. Ah, je vois, oui, c'est... On n'entend rien, s'il vous plaît. Ici, non, parfois. C'est bon. Ça marche maintenant. Et vous m'écoutez? Oui, merci beaucoup. À vous. Bon, c'était pas important ce que j'ai dit pour l'instant. Je ne sais pas où je suis maintenant. Maintenant j'ai perdu mes diapositives. Merci. Avant, je parlais, de la famille espagnole. Bon, je disais ça, que chez nous, c'est très important d'être en contact avec toutes les générations. On est en contact avec les gens de notre famille qui sont plus grands ou plus jeunes, mais aussi avec des amis qui sont parfois 20 ans plus grands que nous ou 10 ans plus jeunes que nous. Ça arrive dans notre société. Alors, je pense que ça c'est important du point de vue de la pandémie parce que, bien sûr, la pandémie a cassé cette relation. Surtout avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, ça s'est cassé. Un type de vie qui existait avant du Covid, c'est complètement arrêté. Alors c'est pour ça que je pense que c'est important de connaître comment cette famille espagnole ou catalane marche. Maintenant, quelques données académiques. Comme je vous ai dit avant, je suis en contact avec une équipe, c'est celui-là, une équipe de recherche de l'université de Gérone qui travaille surtout à propos du bien-être des enfants et des adolescents. Et ils sont en relation avec
avec cette autre association qui s'appelle Children's World et de laquelle font partie des associations de tout le monde. Alors, ils font normalement des recherches à propos du bien-être des enfants et des adolescents. Et bien sûr, à cause de la pandémie, ils en ont voulu faire une pour savoir comment la pandémie a affecté ce bien-être. Je vais vous présenter alors la présentation, un peu les données qu'ils m'ont passées très aimablement. Ils ont comparé deux types de collecte de données. Une que c'est prise après le Covid ou pendant, après le Covid on n'y est pas encore, mais pendant le Covid. Et vous allez voir que c'est un échantillon plus petit que l'autre qui était avant le Covid, mais c'est pas mal. Il y a 840 personnes, enfants qui ont participé de cette étude. Vous voyez un peu ici, je ne vais pas y rester, mais vous voyez un peu les caractéristiques de cette étude. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la collecte de données a été hybride, a été d'une partie papier et crayon, comme toujours, mais aussi une partie online. C'est intéressant parce que mes copains, ils m'ont dit qu'ils ont vu que à cause de, c'est une chose que c'est déjà commenté avant, à cause de la collecte online, ils ont vu qu'il y avait des choses qui marchaient différemment. Par exemple, des personnes, des enfants qui avaient des questions mais ne les posaient pas et parfois choisissaient de ne pas répondre à une question avant de demander des instructions online, que tout le monde pouvait voir ce qu'ils disaient, etc. Quand papier crayon, c'était plus facile parce que tu vois les chercheurs là, tu lèves ta main, il vient et c'est plus facile. Ici, les caractéristiques de la collecte qui était pré-pandémique, c'est une collecte, il dit que c'est la troisième vague, mais c'est pas une vague de la pandémie, mais c'était parce qu'ils font beaucoup de vagues de prise de données. Et vous voyez qu'ici, oui, vous voyez 2209 participants, c'est une collecte plus importante. Un peu les résultats qui sont intéressants de cette collecte. Vous voyez qu'ils ont demandé à propos de la sécurité et la relation entre les données avant ou après de la pandémie sont très différents. Vous voyez que les gens se sentent moins sûrs après la pandémie ou pendant la pandémie qu'avant. Et vous voyez qu'il y a une différence très important à propos de ceux qui répondent j'y suis complètement d'accord. Parfois, bon, oui, aussi très important avec ceux qui répondent je suis pas d'accord avec cette sécurité. Surtout, la diminution de sécurité est observée pour les trois perceptions, chez eux, à l'école ou quand ils se baladent par son voisinage, mais surtout dans l'école et dans le voisinage. Il y a une perception de sécurité générale, si vous voulez, qui est plus basse pendant ou après cette période plus importante de la pandémie. Le soutien social perçu de familles, d'amis et de professeurs, vous voyez aussi que c'est un peu bon, que ça baisse après le Covid ou pendant le Covid. Vous voyez cette ligne orange, c'est avant le Covid. La ligne bleue, c'est pendant ou après le Covid. Et vous voyez que pour tout le cas, le soutien perçu baisse, surtout pour les enseignants. Chez nous, et je suppose que ici c'est la même chose, les enseignants, ils ont fait un grand effort pour essayer de continuer de faire son travail, d'arriver à ses élèves. Mais c'est vrai que la distance physique, surtout dans des cas où les élèves avaient besoin de quelque chose de plus qu'une éducation, avaient besoin d'un soutien personnel plus important, ça s'est perdu. Et alors, cet soutien perçu est fortement baissé.
À propos du bien-être subjectif, vous voyez encore ces deux lignes. Cette orange, c'est avant la pandémie, et la bleue, c'est pendant la pandémie. Vous voyez qu'en général, le bien-être subjectif baisse pour tous les questions que ces chercheurs ont mis, mais c'est très intéressant ces graphiques-là où vous voyez, ils demandent est-ce que vous vous sentez content, triste, calme, stressé, plein d'énergie, ennuyé, et vous voyez là comment les niveaux diminuent pour les caractéristiques qui sont positives. Ils sont moins contents, moins calme, moins plein d'énergie, mais plus triste, plus ennuyé, plus stressé. Alors, c'est très intéressant. Ici, c'est un graphique aussi très intéressant. Sont encore les domaines subjectifs du bien-être, mais ici, ils font une comparaison entre la réalité pendant le Covid, que c'est cette ligne violet, la réalité avant le Covid, qui est la ligne bleue, mais après ils ont demandé comment vos souvenirs sont de comment les choses étaient avant le Covid. Alors pas la réalité, mais votre souvenir. Vous voyez ici avec les choses qui passaient, que j'apprenais à l'école, il y a eu un manque de la ligne bleue. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un souci informatique chez ces chercheurs, mais bon, la ligne bleue était aussi plus éloignée que les autres lignes. Vous voyez que la réalité toujours était plus bien, tout le bien-être était plus grand avant du Covid, sont les lignes bleues. Après, pendant le Covid, bien sûr, ça baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le souvenir de comment les choses étaient avant le Covid est aussi plus bas que la réalité. Alors, on voit que c'est pas seulement qu'il y a un bien-être qui baisse subjectivement, mais aussi le souvenir de comment la réalité était avant de cette pandémie et comme pris de cette tristesse, angoisse qui vient avec la pandémie. Je pense que je l'ai dit tout. Oui. Et maintenant, du point de vue clinique. Du point de vue clinique, je vais raconter un peu des expériences que moi j'ai vécues dans ma pratique et que j'ai mis aussi ensemble avec quelques copains qui travaillent aussi avec des enfants, des adolescents ou des jeunes. Alors c'est un peu des perceptions qu'on a, c'est pas une réalité académique, c'est pas une chose qu'on a éprouvée, mais c'est parfois une chose qu'on voit et qu'on aperçoit un peu. Je l'ai séparé un peu pour les étapes de la vie. Pour la petite enfance, ce qu'on a vu, c'est une perte du contact avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Je reviens à cette diapositive que je vous ai montrée au début à propos de la famille chez nous. C'est très important ce contact avec les différentes générations. Alors, ça s'est perdu à cause de la pandémie. Il y a eu aussi une perte du contact avec d'autres enfants de la même âge. Il y a beaucoup de parents qui ont peur à la crèche ou peur aux parcs infantiles, par exemple, peur à laisser que ces enfants se relationner avec d'autres enfants. Je parle d'enfants très très jeunes, entre 0 et 3 ans. Il y en a beaucoup qui sont nés pendant cette situation. Alors, il y a quelques parents qui les ont presque enfermés à la maison et qui n'ont pas laissé que ces enfants avaient des contacts avec personne. Il y avait encore aussi le souci de le masque, que c'est déjà dit avant. Il y a une sensation de surprotection dans quelques familles de l'enfant un peu trop
parfois de protection. Personne ne pouvait toucher les enfants. Il fallait se bien nettoyer les mains avant de toucher ses enfants. Des grands-parents qui n'ont pas eu contact avec des enfants qui étaient nés jusqu'à 1 an ou 1 an et demi après cette naissance, par exemple. Alors ça a été très très dur. Ce que je vais dire maintenant, c'est pas bien sûr éprouvé, c'est seulement une tendance qu'on commence à voir. On commence à voir quelques problèmes de développement chez ces enfants qui sont nés ou presque juste avant de la pandémie et qui n'ont pas, eux, ces expériences de contact avec d'autres personnes qui les aideraient à entrer dans ces systèmes d'exploration ou même des systèmes sociaux. On commence à voir des problèmes de développement et des problèmes pour entrer en contact avec tous ces gens-là, des enfants qui se trouvent parfois que ses parents veulent recommencer le contact avec les grands-parents, mais il n'y a pas ces débuts de contact pendant la première enfance. Alors des enfants qui se trouvent avec 1 an ou 1 an et demi et qui ne savent pas comment se relationner avec ses grands-parents, par exemple, ou avec d'autres enfants. Ils commencent à aller à la crèche et ils ne savent pas comment faire, comment jouer avec d'autres enfants, comment se relationner. Il y a bien sûr des difficultés à activer les systèmes d'exploration. Tout ça, je pense que c'est temporel, que c'est pas un problème qui va rester. Aussi, ça dépend de la famille. C'est pas tous les enfants qui sont dans cette situation. Il y a des familles qui ont fait d'une manière et des familles qui l'ont fait de l'autre manière. Et il y a aussi souci au niveau de l'attachement. D'une manière pour dire, c'est un attachement un peu angoissé chez ces enfants. C'est difficile pour eux de prendre distance de ses parents parce que il y a cette angoisse parentale, cette peur qui vient sur eux et ils ne savent pas comment faire, comment réagir, comment gérer tout ça. Chez l'enfance, pour les enfants qui se sont trouvés dans cette pandémie, mais ils étaient déjà un peu plus grands, par exemple à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans, la différence c'est qu'il y a une conscience de crise. Pour les petits enfants, il n'y a pas une conscience de crise. Ils sont nés dans cette situation, alors à sa manière, ils s'adaptent. Mais chez les enfants qui sont déjà un peu plus grands, il y a une conscience de crise. Et comme c'est dit aussi avant, au début de cette pandémie, tout était très affreux. On ne savait pas comment ça irait. On ne savait pas qu'est-ce que l'avenir préparait pour nous. Alors, on ne savait pas non plus comment donner plus de sécurité à ces enfants parce que nous-mêmes les adultes, on n'était pas sûrs, on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Alors pour ces enfants a commencé une peur à la perte des grands-parents, des parents, une peur ambiguë au concept de la maladie, des enfants qui pouvaient pas dormir parce que il y avait toute cette confusion, qu'est-ce qui va arriver, qui je peux perdre, comment je vais le perdre, quand je vais le perdre. Alors ça a été très angoissant pour eux. S'il y a la mauvaise fortune qu'un familial est décédé à cause de la maladie, il y a un deuil très mal élaboré. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de dire adieu, par exemple. Il n'y a pas la possibilité de participer des rituels pour dire adieu. Et ça a été difficile pour les adultes. Mais pour les enfants, ils ont eux parfois cette sensation de... avant-hier, j'étais chez mon grand-parent, par exemple, chez mon grand-père. Et tout de coup, il m'a dit que mon grand-père n'existe plus. Mais j'ai pas pu le voir, lui dire adieu, savoir qu'est-ce que s'est passé. C'est comme d'un jour à l'autre, il est disparu et je ne sais pas comment. Et ça c'est très angoissant pour les enfants. Aussi, il y a la perte de l'environ école et de l'environ extrascolaire. Alors
les copains, de cette relation avec les copains. Encore, selon les familles, si les familles sont fonctionnelles, ça marche. Il y a beaucoup de familles qui ont réussi très bien à cette situation, qui ont fait plus de choses ensemble, parce que chez nous, et je pense que chez vous aussi, on a récupéré l'école et les extrascolaires très lentement. Alors, même après le confinement, le vrai confinement, ça a été difficile de récupérer la vie normale. Et pour des familles qui étaient dans une situation de crise, par exemple, où il y avait une crise de couple, où il y avait des situations de violence ou d'agressivité entre quelques personnes de la famille, ça a été terrible pour les enfants parce qu'ils n'ont pas la chance de chercher cet échappatoire hors de la maison. Ils ont dû rester à la maison plus de temps qu'ils le faisaient avant, et alors ils ont vécu toute cette situation de crise, de violence, d'agressivité qu'avant n'existait pas. Oui, existait, mais ils étaient à l'école. Aussi, bien sûr, s'il y avait une crise de couple, avant, une membre le père et la mère, par exemple, chacun avait son travail, ses activités. Alors, il n'y avait pas non plus tout ce temps ensemble qui fait que des problèmes qui parfois avant étaient plus, je ne sais pas, cachés, tout de coup se sont vus très clairement et ont provoqué une crise qui avant un peu était contrôlée. Pour les adolescents, je vais dire des choses que se sont dit déjà. Il y a eu une perte du contact direct avec les amis. Comme c'est dit avant, c'est très important pour cette groupe d'âge, le contact avec les amis. Ils font un fort attachement avec son groupe. Et ils ont perdu alors les activités avec leur même groupe d'âge dans l'école ou hors de l'école. Il y a un incrément d'usage et d'importance des réseaux sociaux qui a une partie positive et une partie négative. Bien sûr, cet usage des réseaux sociaux a permis à tous ces adolescents de continuer cette relation avec son groupe. Ça, c'est une chose qui commence dans cette étape. Pour les enfants, l'entourage a été plus la famille, mais pour eux, ça a été le besoin de continuer la relation avec les amis, le groupe social. Il y a une inversion horaire très importante. Moi, je travaille beaucoup avec des adolescents et je l'ai vu très clairement. Il y en avait beaucoup qui, pendant la nuit, étaient dans son ordinateur, dans le chat ou dans les réseaux sociaux à la mode, en relation avec ses amis. Et après, il s'endormait par exemple à 6h, 7h du matin, et il dormait jusqu'à 1h, 2h de l'après-midi. Alors, c'était difficile de gérer ça avec la vie familiale, par exemple. Il y a une augmentation des conflits familiaux. Je pense que chez les adolescents, ça c'est presque universel. Il y a des conflits familiaux dans toutes les maisons où il y avait des adolescents. Mais bien sûr, encore, si la famille était fonctionnelle, c'est des conflits familiaux espérables et gérables. Mais si ça arrive dans une famille qui est déjà en crise, où il y a d'autres conflits, à part de le conflit avec l'adolescent, ça c'est plus dur, plus difficile. Il y a un sentiment de frustration chez ces adolescents. Il y a l'impression que leur adolescence a été volée, qu'ils n'ont pas la chance de faire les mêmes choses que les gens qui ont été adolescents avant d'eux ont fait. Parce que, par exemple, les bars, les salles de fête, tout ça a été fermé. Je pense que juste il y a un mois ou 2 mois qu'ils ont commencé à ouvrir l'obligation d'avoir la masque, par exemple. Ça a difficulté beaucoup la relation avec les amis, pour pas parler des relations amoureuses.
ils ont eu l'impression qu'alors je devrais avoir une vie concrète et je ne peux pas l'avoir à cause du Covid. Et une étape que j'aime beaucoup, la jeunesse. C'est très intéressant cette étape parce que j'ai l'impression qu'avant, parfois, les gens ont passé de l'adolescence directement presque à la vie adulte. Mais maintenant, il y a cette étape-là qui, pour dire, commence à 18-19 ans et finissent 24, 25. Et toutes ces années universitaires ou pas universitaires, mais où les gens commencent ces premiers travaux, sont très particulières parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de caractéristiques encore adolescentes. Ils vivent pas pour eux-mêmes, ils gagnent pas beaucoup d'argent, par exemple, ils vivent chez les parents, mais ils sont déjà, ils ont plus de 18 ans, alors ils ont déjà des droits, des possibilités dans la vie. Ce qu'on a vu dans cet âge, j'ai mis un manque de support de la part des parents qui décident de faire leur vie. Ça, c'est un phénomène que j'ai vu pas mal de fois. J'ai vu, si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de la petite enfance, ici c'est comme le phénomène contraire. Si pour la petite enfance, moi et mes copains, on a vu une surprotection, pour la jeunesse, la partie finale de l'adolescence et la jeunesse, c'est comme l'effet contraire. Surtout dans des familles où, à cause où les parents s'étaient déjà séparés, ou ils se sont séparés à cause ou pendant la pandémie. Alors, c'est comme si ces parents arrivent à une deuxième jeunesse eux-mêmes. Et ils ont dit, alors, j'ai 50 ans par exemple, il faut que je vive ma vie. Je me suis déjà sacrifié beaucoup pour mes enfants, maintenant je vais vivre ma vie. Je mets Tinder dans mon portable et je cherche l'amour. Alors, je voyage, je sors, etc. Et mes enfants, ils ont 17, 18, 19 ans, ils sont déjà grands, ils n'ont pas besoin de moi, je peux partir. Ces enfants sont pas si grands. J'ai particulièrement moi, j'ai vu beaucoup de soucis dans ces enfants qui ont resté comme toutes seules, qui savaient pas comment gérer ces angoisses, ces complexes. Et quand je leur disais, mais tu peux en parler avec ton père, avec ta mère, mais ils sont pas là, ils vivent sa vie. Pour ces jeunes. J'ai vu un manque de motivation pour les études. Il y en a beaucoup qui ont commencé l'université, par exemple, pendant la pandémie. Alors, ils n'ont pas eu la chance d'entrer dans l'édifice universitaire. Ils ont commencé en ligne. Alors, je suis universitaire, mais je peux pas faire la vie universitaire. La bar, le café, la bière post-études, ça n'existe pas. Je fais pas de nouveaux amis, par exemple. Je connais pas des gens. Je suis devant mon écran avec un professeur que je connais pas. Ça a été très très difficile et ça a démotivé beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont décidé même de laisser les études et de s'arrêter et attendre. Il y a aussi une augmentation de consommation de toxiques relationnée aussi avec cette dépendance de l'écran, ou cette dépendance forcée de l'écran et cette relation avec les amis à travers de l'écran. A fait qu'ils fêtaient parfois dès la maison. Alors, ils ont commencé à boire dès la maison. Qu'est-ce qu'on a à la maison? On a des bières, on a des vins, et ils buvaient même plus qu'avant du Covid. Il y a une désorientation dans le monde du travail et aussi universitaire. Et comme je disais, difficulté pour trouver de nouveaux amis, des partenaires amoureux, etc., etc. Et pour les adultes, on en a parlé déjà beaucoup, mais vous voyez surtout, on voit de l'anxiété, de la dépression, de l'isolation et une exacerbation des symptômes qui étaient déjà présents avant de la pandémie. Surtout avec des gens qui vivent toutes seules, par exemple, et qui vont pas bien avec le travail online, par exemple. Ça a été très difficile pour quelques personnes chez qui le travail online n'est pas avoir la chance d'être en contact avec les copains. C'est très très difficile.
un peu en général, une intensification des caractéristiques familiales pré-pandémiques, si c'était fonctionnel, pas de souci, mais s'il y avait quelques crises, bon, c'est un problème. Une augmentation d'anxiété, isolation, dépression, solitude, une perte de motivation générale, et c'est deux côtés de la même chose, ou une surprotection, surtout de petits enfants, ou every man for himself, chacun pour soi. Alors, c'est la fin du monde. Il faut que chacun trouve sa manière de la gérer. Et maintenant, c'est la guerre. Je reviens à ce que Blaise nous a raconté au début. Moi, personnellement, je vois que il y a des gens qui commencent à gérer son angoisse du Covid. Maintenant, on commence à voir la lumière à la fin du tunnel. Alors, oui, on commence à enlever la masque, on commence à pouvoir faire des choses. Mais bien, la guerre. Alors, j'ai vu des gens qui sont beaucoup plus épouvantés à cause de la guerre que je pense qu'ils seraient avant de la guerre. Parce qu'on a vécu des situations comme cette. On a vécu les attentats à New York, par exemple. On a vécu la guerre à Afghanistan. On a vécu beaucoup de choses Corée, quand ils lançaient les missiles nucléaires. On a vécu déjà des autres situations que semble que la Troisième Guerre mondiale tombe sur nous. Mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'imaginent déjà à Gérone, qui c'est une ville de parfois 500 000 personnes, c'est pas très grand, ou 300 000, je ne sais pas, et qui s'imaginent à Gérone avec le pistolet en face du Russe. Alors, c'est une idée que je pense que c'est à cause de l'angoisse, que c'est une idée un peu exagérée de ce que la guerre signifie. Et bon, moltes gracias, ça c'est en catalan, ça veut dire merci beaucoup. J'ai allé vite. Hein. Merci. Merci beaucoup, Maria. J'aimerais souligner aussi que tu n'es pas de langue maternelle française. Non. Je pense qu'on te doit beaucoup. Merci d'avoir fait ce travail d'effort aussi de communiquer en français. Et je pense que ta communication, pour moi, elle a eu beaucoup d'impact. Enfin, j'ai beaucoup de choses que j'ai retenues. Mais j'aimerais d'abord... voilà, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Des remarques, des questions, des commentaires? Ce qui m'a beaucoup intéressé, après, au début, tu as présenté ces différences culturelles entre les cultures méditerranéennes et puis peut-être d'autres cultures, enfin sur le plan des relations sociales dans la famille. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ces grandes différences interculturelles. Puis qu'est-ce que nous dit la théorie de l'attachement par rapport aux différences culturelles? Elle nous dit, mais ces différences, finalement, elles ont peu d'impact sur la question de la sécurité, donc ces fameuses catégories d'attachement. Et alors, avec la pandémie, ce qui est important, je pense, et que tu as souligné, donc c'est l'histoire qu'il y a eu un changement. C'est vrai que chez des enfants méditerranéens ou des enfants anglo-saxons, par exemple, où les cultures sont très différentes, tant qu'il n'y a pas de changement, tout va bien, mais c'est quand il y a un changement que ça peut poser problème. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de ce qu'on peut communiquer aux enfants, c'est de leur dire, voilà, les soins, le caregiving, hein, donc les soins, eux, n'ont pas changé. Que tu sois dans cette culture ou dans celle-ci, les soins vont continuer, même s'il y a eu des changements. Et c'est ça, je pense, qui a été difficile parfois dans le Covid pour les parents de donner cette idée, surtout comme tu l'as montré, ça c'était intéressant, à propos des adolescents, en disant, chez les adolescents, ces parents qui sont partis là, à gauche à droite sur Tinder et autres, et alors je me dis, mais c'est bon, nous on le sait parce qu'on a étudié la théorie de l'attachement, que l'attachement et l'exploration dont je parlais, c'est deux choses qui vont ensemble. Et puis, beaucoup de parents d'adolescents n'ont pas compris ça. N'ont pas compris que parce que les jeunes vont explorer, qu'ils ont toujours besoin de l'attachement. Hein. C'est ça qui est important aussi. Hein. Voilà, enfin, c'était juste un petit commentaire, mais j'aimerais bien que d'autres personnes s'expriment.
Je crois que tu étais tellement limpide et clair. Mieux comme ça. Alors, écoute, un grand merci encore. Oh, merci à vous. Merci pour m'inviter. Une question. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus finalement sur le fait que maintenant, avec l'imminence de cette guerre, du moins en Europe, si on reste comme ça centré sur l'Europe, vous disiez que pour le coup, en termes de symptomatologie, c'était probablement aggravé du fait qu'il y ait eu l'épisode de Covid avant. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit en pédopsychiatrie à longueur de journée, et ça me permettrait d'avoir peut-être un tout petit wagon d'avance par rapport à ce qui s'en vient. Oui, moi, j'ai l'impression que si normalement notre niveau d'angoisse est ici, avant la pandémie par exemple, si la guerre commence entre Ukraine et Russie, notre niveau d'angoisse parfois arrive ici. Le problème, c'est que maintenant, après le Covid, je pense que notre niveau d'angoisse est là. Et alors, à cause de la guerre, il a monté ce niveau d'angoisse beaucoup. Alors, ça a fait un chute très haut que je pense que c'est vraiment mal timing, cette guerre. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais maintenant, vraiment, maintenant, après ce qu'on vient de vivre, c'est beaucoup de gens qui ont fait un effort pour gérer, pour arriver à être mieux. Ils ont vu les nouvelles de la guerre et ils ont fait beaucoup de pas en arrière. Ça, je pense que ça, c'est terrible. Ça, c'est... Est-ce que vous diriez que pour le coup, justement, le fait qu'on s'est habitué à beaucoup de choses en termes de distanciel, etc., d'isolement, d'isolation pendant le Covid, mais y compris en termes de gestion pour le coup, des informations, à proprement parler, tout ce qui est notices, etc., qui maintenant est un flux continu peut-être beaucoup plus puissant, massif que ce qu'il était il y a 2 ans. Et il y a comme une impression, du moins, que ce conflit et cette guerre en cours prend le même mécanisme et que finalement on a remplacé, il y a une intensité très forte d'informations anxiogènes qui nous sont délivrées et que finalement les canaux sont utilisés avec la même force, avec la même puissance, en remplaçant plus ou moins le Covid pour la guerre. Le Covid par la guerre, encore qu'il y a quand même cette question du Covid qui reste toujours derrière, donc finalement en lame de fond. Oui. Parfois on s'est habitué à ce niveau de surinformation. Oui, de surinformation et de stress, mais ça c'est une chose que je pense que c'est le gouvernement qui doit un peu gérer. Mais tu vois, Susanna a montré tout à l'heure qu'il y a quand même, au cours de ces 2 ans, il y a une sorte d'adaptation, hein, c'est le terme que tu as utilisé. Mais c'est un peu comme si, alors je pense que c'est très connu dans le domaine du traumatisme, hein, on peut s'adapter peut-être, etc. Mais le traumatisme, il reste là. Et puis, il suffit d'un deuxième événement, la guerre, et puis hop, ça ressort avec encore plus, plus d'intensité que s'il n'y avait pas eu le premier traumatisme. Oui, c'est vrai. Et je pense que la question de la pandémie et la guerre, c'est 2 courbes qui s'inversent. Souvenez-vous, la pandémie, les premiers jours, c'était l'angoisse totale pour tout le monde. Oui. D'accord ? Au moment où on a commencé à parler du masque, du confinement, la possibilité d'un vaccin, l'anxiété a commencé à baisser. À l'inverse de la guerre au départ, c'est juste l'Ukraine, c'est juste quelques missiles. À partir du moment où on commence à parler du nucléaire, c'est là où l'angoisse a monté. Oui. Donc avec la guerre, on monte d'intensité, la pandémie, on baisse d'intensité. Oui, c'est les vagues communicants un peu. Oui. J'entendais un bruit là sur... Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, oui. Peut-être les gens veulent poser des questions, je ne sais pas. Oui, bonjour. Je suis Amina Al-Haïma et je suis neuropsychologue clinicienne au Maroc. Et donc, ce qui m'a interpellée dans votre étude, en fait, c'est le fait que vous avez déjà travaillé avec des familles, avec des enfants, et que vous avez remarqué qu'il y a un niveau d'agressivité qui a monté, qu'il y a une baisse de motivation et ainsi de suite. Alors, pendant votre prise en charge de ces personnes-là, certainement, vous avez mis en place des systèmes de sécurité pour ces personnes-là. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, comment vous avez fait, comment vous avez arrivé à aider ces personnes-là, et si c'est possible, de pouvoir médiatiser, par exemple,
ces thérapies-là ou ces moyens de sécurité pour en fait aider les personnes que maintenant ils vivent dans l'angoisse de la guerre. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Je pense que plus ou moins j'ai compris. Vous avez entendu là? Bon, Amina, elle demande la question de l'agressivité. J'ai compris ça. Sinon, si je n'ai pas compris bien, vous écrivez et je pense que ça va sortir ici aussi et comme ça, je vais voir bien sûr parce que le son n'est pas facile de comprendre ici. Mais j'ai compris qu'Amina demandait à propos de l'agressivité dans les familles qui est montée pendant le Covid, comment aider ces familles à gérer cette agressivité et comment la prévenir. J'ai compris que c'est un peu ça. Bon, je pense que c'est un peu une base de la théorie de l'attachement, qu'il faut prendre soin de ceux qui doivent prendre soin, des soigneurs. Alors, je pense que un des soucis, c'est qu'au début de la pandémie et maintenant, je pense que la guerre a un peu le même impact. Les soignants, les parents par exemple, les enseignants, et ils se sont très angoissés. Alors, ils ont perdu la capacité de soigner des autres parce que il y a eu un moment où ils avaient besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Alors, je pense que ça, c'est ce qui a monté cette agressivité dans les familles, des choses qui parfois m'ont un peu ce que Blaise disait maintenant à propos du traumatisme, des choses qui étaient un peu gardées dedans, qui étaient cachées à cause du Covid et de l'angoisse, ont sorti parfois de traumatisme dans la couple, dans la famille. Alors, comment aider ces familles? Je pense que c'est toujours prendre soin des soignants, prendre soin des parents, de voir comment ils peuvent gérer, comment on peut médiatiser dans ce conflit, voir comment ils peuvent entrer dans une autre phase pour, comme toujours, essayer que la violence est contrôlée et l'agressivité est contrôlée. Mais bon, vous savez que ça, c'est un souci très, très difficile à gérer parce que il y a beaucoup de violence qu'on voit pas, beaucoup d'agressivité qu'on voit pas. C'est pas habituel que quelqu'un vienne avec te disant j'ai ce souci, je suis violent avec mon mari ou ma femme ou mes enfants, alors il y en a, mais c'est pas habituel. Bien, je crois qu'on doit interrompre ici pour passer la parole à Karine. Je te remercie encore une fois beaucoup, c'était vraiment... Merci beaucoup.